Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, je me présente, Julie Bernard, chargée de mission biodiversité à la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais vous présenter ces webinaires, s'il vous plaît, diapo suivante. Ils sont conduits dans le cadre du programme régional de Nouvelle-Aquitaine 2022-2024, qui repose sur 3 thématiques d'action principales, qui sont hors de champ, les haies et les couverts végétaux. Donc, le réseau Nouvelle-Aquitaine compte 10 partenaires, dont 10 chambres d'agriculture, la Fédération des chasseurs et pêcheurs, qui sont engagés sur 9 départements. Ces webinaires, c'est de partager les actions menées par les partenaires dans les territoires départementaux. Donc, on est sur un format de webinaire d'environ 1 heure, avec une demi-heure de présentation, suivie d'un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'espace de discussion. Et comme nous ne sommes pas très nombreux, vous pourrez directement poser vos questions aux intervenants à la fin de leur présentation. Et ces webinaires seront enregistrés et disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale. Voilà, je vais laisser la parole à du Gaëtan Chaigne pour leur présentation. Bonjour, alors moi je me présente, Gaëtan Chaigne, Chambre interdépartementale d'agriculture Charente-Maritime de Sèvres. Et donc Frédéric Durier, coordinateur de l'équipe technique Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres. Alors la thématique que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire est comment intégrer les différentes actions agrifaune dans les systèmes d'exploitation. Et pour ça, nous allons vous présenter l'exemple d'un cas concret d'une exploitation de Sévrienne. Alors, il s'agit de la SEA la Grande Plaine, qui est située autour de Niort, à 10 km au nord-est de Niort, sur les communes de Déchiré, Saint-Gelais et Cherveux. Donc, comme vous pouvez le voir, un parcellaire qui est assez regroupé, des parcelles d'assez grande taille, qui est traversé par l'autoroute l'A83. Donc son gérant Mathieu Guilbeault, vous avez pu voir à l'écran, s'est installé en 2005 sur une exploitation de 97 hectares. En 2018, il reprend l'exploitation familiale, suite au départ en retraite de ses parents. L'exploitation passe alors sur une surface de 220 hectares, dont 7 hectares de prairies qui sont en fait des coteaux. En 2019, Mathieu fait le choix de convertir l'ensemble de l'exploitation en agriculture biologique. Donc ce surcoût de main-d'œuvre va occasionner l'embauche d'un salarié. Donc on va avoir aujourd'hui 2 UMO sur l'exploitation. En même temps, le panel d'agriculture va largement augmenter. Avant, on était sur on va dire un système classique, culture conventionnelle, céréales, oléagineux, protéagineux, 4-5 cultures. Aujourd'hui, on passe sur une dizaine de cultures avec en céréales triticales, blé, orge, du colza, tournesol, et puis après du pois, févrole, lupin aussi. Depuis 2021, donc pour valoriser les 7 hectares de prairies qui sont des coteaux, donc non labourables, l'exploitant a fait le choix de mettre un atelier de 50 brebis conduites en élevage conventionnel pour valoriser les coteaux, mais aussi pour faire pâturer les couverts végétaux à l'automne. Alors Mathieu et puis donc ses parents avant sont des partenaires fidèles de la Chambre d'agriculture et de la Fédération des chasseurs, puisqu'ils travaillent avec nous depuis un peu plus de 20 ans, donc par l'implantation de jachères, faune sauvage, 2 à 3 parcelles par an, sur une surface d'environ 2 hectares. Donc Mathieu fait aussi partie d'un groupement de développement agricole qui est suivi par la Chambre. Donc c'est tout naturellement en fait qu'on a pensé à lui en 2018 quand le premier programme agrifaune s'est mis en place. Nous sommes allés à sa rencontre. Et puis en 2018, il était déjà en pleine réflexion, lui, sur une conversion de son exploitation en bio. Donc on va dire que le programme tombait un peu à pic par rapport à sa réflexion à lui, de voir un petit peu plus comment intégrer la biodiversité dans son exploitation. Alors, les différentes actions qui ont été menées dans le précédent agrifaune, donc 2018-2021, on avait travaillé sur 3 thématiques.
la gestion des bords de champ, l'interculture courte et la destruction des couverts. Donc on va revenir un petit peu plus en détail là, sur chacune de ces thématiques durant le déroulé du diaporama. En 2022, lorsque le nouveau programme agricole est arrivé, là encore, c'est assez naturellement qu'on est retourné voir Mathieu, parce que Mathieu s'était montré très intéressé dans le précédent programme. On a eu un très bon contact avec lui, de très bons échanges. C'est d'ailleurs chez lui qu'on avait fait aussi une visite, une démonstration, hein, une visite du programme Agrifaune, donc ce qui montre bien son implication. Donc là encore, il a répondu présent. Dans ce programme Agrifaune-là, on a fait le choix aussi de travailler sur uniquement les bords extérieurs de champs. On a préféré travailler sur une seule thématique, ce qui ne nous empêche pas de suivre un petit peu aussi les autres thématiques avec Mathieu. Et juste pour info, dans ce nouvel Agrifaune, on a fait le choix aussi de travailler sur un réseau d'agriculteurs, uniquement 3 exploitations. Par rapport au premier, on était sur un réseau beaucoup plus grand et sur une zone plus restreinte, de manière à favoriser les échanges entre exploitants. Donc, pour cette exploitation, hein, celle de l'EARL, pour l'exploitation de Mathieu Guilbault, s'engager dans le programme Agrifaune devait répondre à plusieurs enjeux. C'était le souhait de l'exploitant, c'était d'allier économie, agriculture et faune sauvage, de permettre une meilleure fertilité des sols, d'être une vitrine pour les autres exploitants, afin de montrer aussi, par exemple, que les actions qui étaient faites chez lui pouvaient être faites chez les autres également, et également de communiquer au plus grand public sur des actions concrètes. Ça, c'est un point qui tient particulièrement à Mathieu, puisqu'il est en zone périurbaine, hein, on est dans le bassin très proche de Niort, et la vision que peuvent avoir les gens extérieurs sur son métier est très marquée chez Mathieu. Donc, pour répondre à ces objectifs, hein, on a mis en place 3 actions. Alors, quand on dit nous, c'est bien l'exploitant agricole, le conseiller agricole et le conseiller cynégétique. Ces 3 actions préconisaient une gestion des bords de champ qui limite l'impact notamment du salissement sur les parcelles riveraines, et, si nécessaire, de voir s'il y avait la possibilité d'implanter des mélanges qui favoriseraient le développement des pollinisateurs et des auxiliaires de culture. Voilà, la deuxième action, c'était de mettre en place des couverts en interculture pour permettre une meilleure fertilité des sols, également limiter l'érosion, ce qu'on verra tout à l'heure qu'on est dans un bassin versant, de limiter le salissement également des parcelles et de préconiser des méthodes d'implantation pour répondre notamment aux enjeux de réchauffement climatique, et ça s'est malheureusement vérifié une nouvelle fois cette année. Et enfin, la troisième action qui a été mise en place sur l'exploitation de la SCEA de la Grande Plaine, c'est de limiter l'impact, notamment lors de la destruction des différents couverts sur la faune sauvage, sujet sur lequel Mathieu est également très sensible. En complément de ces actions, hein, la SCEA de la Grande Plaine a également réalisé quelques aménagements simples pour répondre à des problématiques ponctuelles, hein, comme notamment l'invasion de rongeurs, par exemple, son passage en bio, limiter un petit peu les interventions possibles pour Mathieu. Alors, si vous le permettez, hein, on va revenir un petit peu plus en détail sur les actions menées sur l'exploitation de la SCEA de la Grande Plaine, et on vous propose de commencer donc par le volet bordure de parcelles sur lequel on a travaillé depuis 2018 avec l'exploitation de la SCEA. Le premier constat, hein, c'est que les bords de champ sont souvent perçus par les exploitants agricoles comme une contrainte, avec un entretien supplémentaire, voire parfois une source de salissement. Ça, c'est le constat qu'on peut faire un petit peu partout. Afin de pouvoir échanger avec le chef d'exploitation donc, sur cette problématique des bords de chemin ou de champ, il nous fallait connaître avant tout l'état des bordures. Donc, sur les 4 dernières années, en fait, on a testé
trois diagnostics, hein, les trois diagnostics proposés dans le cadre de Agrifaune. Le premier, c'est donc un diagnostic des infrastructures agroécologiques, ce qu'on appellera communément les IAE, c'est-à-dire tout ce qui est haies, fossés, talus, banquettes herbeuses, arbres isolés, etc., etc. Le deuxième diagnostic qui a été réalisé, c'est celui d'éco-bordure. Donc Gaëtan et moi, nous sommes formés à l'outil éco-bordure, et en plus on a eu la chance à un moment d'avoir un jeune en service civique qui avait été stagiaire à Hommes et Territoires, donc qui connaissait bien la problématique éco-bordure. Donc on a réalisé ce diagnostic. Pour rappel, le diagnostic éco-bordure, hein, ça donne un indicateur d'évaluation de l'état agroécologique des bordures de champs à partir de l'observation simplifiée de la flore présente. Et enfin, cette année, on a réalisé le troisième diagnostic, qui est celui de la typologie des bords extérieurs de champs. Toujours hein, grâce à l'outil proposé par Agrifaune, dans l'objectif de définir à partir de la strate herbacée présente les avantages et les inconvénients de chaque situation rencontrée, et de proposer aux exploitants concernés hein, des modes de gestion les plus adaptés. Donc, en fonction de ces diagnostics, hein, ça nous a permis aussi d'échanger avec Mathieu sur les contraintes que lui pouvait avoir, qu'elles soient d'ordre technique ou financière, et sur l'entretien qu'il réalisait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, les mois et les années antérieures. Donc, grâce aux outils du GTNA bord de champ, on a échangé avec Mathieu pour le faire évoluer sur ses pratiques, et notamment de mettre en place ce que nous on appelle ici communément un entretien différencié, en lui demandant de hausser à sa hauteur de broyage, hein, de passer de quelques centimètres, 4, 5, parfois même ras du sol, à une hauteur de 12-15 cm en élevant la hauteur de son engin, en changeant également ses périodes d'intervention et en préconisant plutôt l'automne et l'hiver plutôt que des interventions au printemps, tout en gardant quand même un volet sécurité à l'œil est primordial. Hein. Partout où il y avait des problèmes de sécurité, c'est que l'entretien soit réalisé, mais là où ce n'était pas nécessaire, on s'était décalé cet entretien plus tard, donc en période automnale ou hivernale. Et enfin, d'augmenter les largeurs de bord de champ, parce qu'on s'était aperçu que ces bordures étaient souvent très très restreintes. Comiquement, c'était toujours de la photo stagiaire qui passait un petit peu trop près des bords de champ, notamment quand il labourait. Mais donc on a fait évoluer hein, de façon à lui faire comprendre qu'il fallait qu'il conserve au moins 1 mètre, au minimum 1 mètre de large sur ces bordures. Ces diagnostics nous ont également permis de repérer des bordures de champs qui étaient en mauvais état de conservation. Parce qu'elles étaient peu larges, ou parce que les travaux qui avaient été réalisés faisaient que la végétation qu'on avait était plutôt une végétation pionnière, peu ou pas intéressante pour l'exploitant agricole. Donc, pour remédier à ces mauvais états de conservation, on a donc implanté, testé avec Mathieu, un mélange de 19 espèces issues notamment pour la plupart de végétales locales, mais issues du mélange proposé par Agrifaune, qui s'appelle le mélange bassin sud parisien. Donc, on l'a implanté en 2020 et puis on suit cette parcelle. Hein, vous avez 2 photos juste après l'implantation à gauche et puis à droite à l'été 2022. On suit cette parcelle hein, depuis 2 ans. Et on s'est aperçu que grâce à une implantation plutôt réussie, malgré des conditions compliquées, eh bien, aucun entretien n'a été nécessaire sur ces bandes. Et Mathieu nous certifie également qu'aucun salissement de la bande et de la parcelle riveraine n'ont été constatés. D'ailleurs, Mathieu n'y voit que des avantages à ce mélange bassin sud parisien, un gain de temps et par conséquent un gain financier parce qu'il n'a pas besoin de l'entretenir comme il aurait pu entretenir les autres bandes. Il maîtrise le salissement de la bordure et de la parcelle riveraine. Il y a un impact visuel aussi qui est positif avec la
de fleurs notamment sur cette bande-là, et la présence d'auxiliaires et de pollinisateurs également sur la bande test que l'on a pu mettre en place en 2020. D'ailleurs, Mathieu s'en est inspiré pour créer un adage qui dit, et c'est ce qu'il vend un peu à ses collègues, hein, mieux vaut choisir ses bordures que de les subir. La réalisation de ces diagnostics, comme l'a présenté Frédéric, après nous a permis la mise en place de bandes mellifères. Alors, des bandes mellifères intraparcellaires ou extra-parcellaires, en bord de parcelles. Donc sur la carte, vous voyez le parcellaire de l'exploitation en mauve, et puis les traits en mauve foncé correspondent à toutes les bandes qui ont été implantées depuis 2020, ce qui représente environ une dizaine de bandes pour une surface un peu plus d'1,5 hectare. Donc en concertation avec l'agriculteur, hein, ça a vraiment été notre ligne de conduite durant tous ces deux programmes AgriFaune, hein, des échanges réguliers et puis vraiment une concertation à chaque fois. On avait décidé d'implanter des bandes en bordure de parcelles, l'objectif étant donc de se préserver un petit peu d'une éventuelle dérive d'application de produits phytosanitaires sur les parcelles voisines. Parce que, comme je vous le rappelle, hein, l'exploitation est en culture biologique. Donc ça, c'était en bord de parcelle. Et puis les bandes intraparcellaires. Là, on est dans l'objectif de redécouper des grandes parcelles. Aujourd'hui, avec le passage en bio, on est sur une multitude de cultures, des rotations plus longues, ce qui a imposé un petit peu à l'agriculteur de redécouper des grandes parcelles. Donc la photo que vous pouvez voir en bas illustre bien en fait une parcelle, enfin, une bande mellifère installée en intraparcellaire, où on peut voir d'un côté donc une céréale et de l'autre côté une févrole. Hein, donc là, l'objectif, diminuer la taille des parcelles et de mettre en place des corridors écologiques. Alors l'objectif, tiens, si tu veux faire suivant. Merci. L'objectif de ces bandes, de diminuer l'impact de la faune sauvage sur les cultures, parce que ces bandes mellifères ont l'avantage d'être en place pour au moins une période de 5 ans, hein, donc ça fait des espaces où la faune peut s'installer durablement, d'augmenter les zones refuge pour les auxiliaires de culture et les pollinisateurs. Et d'ailleurs, on a pu constater, enfin Mathieu a pu constater, donc ça c'était au printemps 2020, une attaque de pucerons sur du pois de printemps, et qui s'est en fait régulée d'elle-même grâce à la présence de larves de coccinelle dans la bande mellifère. Donc ça, on a pu avoir un retour parce que l'exploitant passe régulièrement sur ces cultures, et c'est toujours assez difficile en fait de quantifier ou de qualifier en fait les intérêts de ces bandes sur les auxiliaires de culture. C'est vrai qu'on le prouve, enfin on le démontre, mais c'est assez difficile à avoir. Donc grâce à ça, en fait, au moins on peut avoir un retour de l'agriculteur qui lui peut communiquer là-dessus. Et enfin, communiquer, donc ça c'est une des choses les plus importantes. Donc c'est vrai que ces bandes mellifères, surtout quand elles sont en fleurs, hein, sont un très bon moyen de communication auprès du grand public. Alors on a la chance en plus sur cette exploitation d'avoir des chemins ruraux là, qui traversent. Donc lorsque les bandes sont en fleurs, c'est vraiment très, très visuel. Et puis de communiquer aussi auprès des autres agriculteurs qui peuvent s'intéresser lorsqu'on voit ces bandes qui sont semées. Et puis bon, là encore, on a la chance d'avoir un agriculteur qui communique assez bien, qui aime transmettre, échanger. Donc voilà, ça aide à faire passer le message. Pour revenir un peu sur la gestion en fait des bords de champs, hein, la SCEA de la Grande Plaine s'est engagée depuis 2021 dans un programme de replantation ou de plantation de nouvelles haies, ou de regarnissage des haies qui étaient plutôt monospécifiques ou des haies qui étaient en mauvais état. Hein. Donc en 2021, il a été implanté 458 mètres linéaires de haies, et puis dans les prochains mois, 300 mètres supplémentaires viendront également compléter ce projet de plantation. Et Mathieu le dit clairement, hein, c'est que le début, il a envie de continuer ce travail, notamment sur une grosse partie de ces parcelles, là où il y trouvera un intérêt agronomique et écologique.
Ces plantations, elles ont en plus un deuxième volet, hein, c'est qu'elles sont réalisées avec le concours des collectivités locales, communes notamment, qui a participé, mais surtout, et c'est le principe un petit peu de nos plantations dans le département des Deux-Sèvres, hein, c'est d'y associer les enfants des écoles du village pour leur démontrer aussi l'intérêt des haies, l'intérêt du bocage, et puis donc les sensibiliser à tout ce qui est les enjeux des plantations. Et le tout a été encadré en fait par les chasseurs locaux et les agriculteurs, Mathieu, mais également quelques collègues à lui des exploitations voisines. Alors, planter, c'est une chose, hein. On a également donné quelques conseils de gestion à Mathieu pour gérer l'existant, notamment sur la gestion et l'entretien du linéaire qu'il avait déjà en place. Alors, les conseils qu'on a pu lui donner, c'est déjà sur des périodes d'intervention, c'est de bien attendre la fin de l'automne, l'hiver pour pouvoir intervenir, et puis d'essayer de garder des haies le plus large possible en évitant d'appuyer trop fort sur le broyeur. Et dans les conseils qu'on a pu lui donner, hein, c'est que dans les prochains investissements, il vaudrait mieux travailler avec un lamier qu'un broyeur. Voilà, bon, après, c'est une question financière. Aujourd'hui, il a du matériel pour pouvoir intervenir qui est un broyeur. On lui a fait comprendre que s'il devait réinvestir dans quelques temps, il serait souhaitable de passer sur un engin de type lamier. Alors, aujourd'hui, ce qui a été fait en matière bord de champ, on va pouvoir voir ce qui a été fait au niveau de la culture, hein, qui était la deuxième thématique que nous avions travaillé. Donc, nous avons travaillé sur l'interculture courte et l'interculture longue. Donc, il faut savoir que le département des Deux-Sèvres est en zone vulnérable, donc il y a une obligation de couverture des sols en hiver, donc ce qui impose une interculture longue avec implantation de couverts. Au niveau de l'implantation d'intercultures courtes, là c'était basé sur le volontariat, hein, de l'agriculteur, avec un contrat qui est passé avec la Fédération des chasseurs. L'objectif donc est de laisser les chaumes telles quelles jusqu'au 1er octobre. Donc ça c'est une première chose, dans l'idée donc de ne pas perturber la faune sauvage. On a travaillé aussi en interculture longue, là encore en laissant les chaumes de céréales en place, avec l'implantation du couvert avant la récolte. Bon, c'est des techniques qui sont assez difficiles à réaliser, et surtout avec des résultats qui sont assez aléatoires, puisque dépendant beaucoup de la pluviométrie estivale et avec les étés secs à répétition, des températures élevées, voilà, on a des résultats qui sont malheureusement un peu décevants, comme on peut le voir là sur la photo là, qui correspond à des chaumes de céréales avec quelques rousses. Après, on a testé donc un mélange agrifaune, Vess trèfle facilite, qui lui a été implanté en août, donc là avec un travail du sol, bon, avec des résultats qui sont meilleurs. Les couverts végétaux aujourd'hui, alors une partie, hein, pas forcément un mélange comme celui-ci, mais sont aussi valorisés par le troupeau de brebis. Alors, Mathieu travaille aussi avec le syndicat d'eau du Centre-Ouest, hein, le SECO, là encore sur l'interculture longue, en essayant d'autres méthodes, hein, d'autres alternatives pour réussir les semis. Donc, il a été testé du semis de trèfle dans les céréales d'hiver, donc en février-mars, donc à une période plus propice, on va dire, par rapport à la météo, et à une autre période aussi, toujours pour de l'interculture longue, un semis de trèfle dans du tournesol après le binage. Donc là, on a des résultats qui sont meilleurs, hein, plus encourageants, comme on peut le voir sur la photo. Le trèfle est intéressant aussi dans une exploitation biologique, parce que Mathieu est à la recherche de ça, de sources d'azote, que ce soit la luzerne qui arrive en tête, qui arrive dans sa rotation, ou du trèfle qui sont après des sources d'apport d'azote. Hein. Donc ce travail pour but de favoriser, d'améliorer la qualité de l'eau et la mise en place donc, de culture, d'interculture longue
de façon plus sûre, on va dire, avec des résultats qui sont meilleurs. On vient de parler des couverts, hein, si c'est un point positif pour la faune sauvage, hein, parce que, comme le dit très bien Mathieu, sur les essais qu'il a pu faire là, avec le SECO, avec les implantations de couverts au printemps ou en février-mars dans les céréales, il a pu observer notamment des espèces chassables, principalement lièvre, caille des blés et alouette des champs. On sait que leur destruction peut parfois être problématique. Alors quand elles sont détruites par les brebis qui vont s'en servir d'alimentation, c'est moins dérangeant, mais quand elles viennent à être broyées, ça peut vite, broyées ou fauchées hein, d'ailleurs, ça peut avoir un impact directement sur la faune sauvage. Et Mathieu souhaitait justement limiter l'impact de ces travaux. Pour ce faire, en fait, la Fédération des chasseurs s'est dotée de barres d'effarouchement. Elle en possède 4 qu'elle a mis à disposition d'un groupement d'intérêt agro-sylvo-cynégétique sur le Faisan, qui est à une vingtaine de kilomètres de chez Mathieu. Et on a donc décidé en 2020, proposé en 2020 à Mathieu de lui faire une démonstration et d'inviter les exploitants agricoles du premier programme Agrifaune pour leur démontrer l'utilisation et l'intérêt d'une barre d'effarouchement. Donc, on l'a utilisé hein, sur une démonstration donc, à l'automne, sur une démonstration sur une destruction de sipons. Mathieu a plutôt été séduit par l'outil. Or, l'outil qu'on lui proposait, hein, c'était un outil avec 3 mètres déportés que d'un seul côté. Et c'est vrai qu'il était peu ou pas adapté pour du broyage. Donc, Mathieu, c'est quelqu'un qui est très bricoleur. Donc, il s'est construit en fait sa propre barre d'effarouchement à partir de son vieux culvé hein, qu'il avait, dont il n'avait plus besoin puisqu'il était passé en bio. Donc, il s'est construit sa propre barre d'effarouchement pour répondre à ses besoins. Et ses besoins, c'était quoi? C'était destruction des couverts, mais aussi fauche, notamment de sa luzerne. Donc, on a aussi travaillé avec Mathieu sur l'utilisation de cette barre, parce que avoir une barre, c'est un point positif, mais ça nécessite aussi quelques aménagements et notamment une limitation des vitesses d'intervention lors des différents travaux. Voilà, donc on a demandé à Mathieu dans la mesure du possible, hein, d'essayer de passer à une vitesse aux alentours de 10 km/h, ce qui n'est pas toujours facile à faire accepter quand on est habitué à travailler à 17 ou à 18 et qu'on a les engins pour. Et puis on lui a également conseillé de suivre la méthode de fauche sympa en évitant justement de tourner autour de la parcelle vers l'intérieur, mais plutôt d'essayer d'aller vers l'extérieur de la parcelle pour faire fuir les animaux et éviter de les concentrer dans le centre de la parcelle. Donc ces travaux-là, Mathieu le dit très bien, aujourd'hui l'utilisation d'une barre d'effarouchement, c'est pas une contrainte. C'est juste une question d'état d'esprit et il le vend assez bien à ses collègues en leur disant mais vous prenez pas la tête, c'est pas du tout contraignant. La seule contrainte que j'ai, c'est de descendre de mon tracteur quand j'ai fini pour remonter la barre, mais sinon ça fonctionne très très bien. Bon, si vous ne l'avez pas compris, Mathieu, il était chasseur, il ne l'est plus, mais il est resté quand même chasseur dans l'âme et il est toujours soucieux de son environnement. Donc il a conservé hein, ce sens de l'observation et puis il reste avide de développer des actions concrètes sur son territoire en faveur de la faune sauvage. Alors, 2 petits exemples d'aménagements qu'il a pu mettre en place, même si c'est pas forcément, pour au moins l'un d'entre eux, forcément lié à la biodiversité. Il a mis en place donc sur son exploitation des perchoirs à rapaces pour limiter notamment tout ce qui est la prolifération de rongeurs. Voilà, donc il en a
qui bouge assez régulièrement en fonction de l'évolution des populations. Et il a aussi mis à disposition ces parcelles auprès d'un apiculteur pour l'installation d'une 50aine de ruches. Voilà, et au dire de l'apiculteur, en 2021, il était très content d'avoir la possibilité de mettre ses ruches chez Mathieu parce que autant sur les autres ruchers qu'il avait à disposition, les 3-4 autres ruchers qu'il avait à disposition dans le reste du département, il avait eu des grosses difficultés à avoir du miel. Autant chez Mathieu, ça s'était plutôt bien passé et il avait une meilleure production qu'ailleurs, notamment grâce à ces mélanges mellifères et bandes mellifères qu'il avait pu mettre en place sur son exploitation et avec des ruches mises à proximité. Donc, pour conclure, et après 15 ans d'agrifaune réalisé dans le département des Deux-Sèvres, on s'est aperçu que localement, il est toujours nécessaire de montrer par l'exemple. On peut vendre à un exploitant agricole quelque chose qui est passé dans le nord, dans le sud de la France. On peut lui vendre, essayer de lui démontrer que ça fonctionne. On reste quand même avec des personnels agricoles qui voient surtout qui croient surtout ce qu'ils voient. Donc, il faut absolument travailler sur du local et montrer que ce qui se fait chez l'un peut se faire chez l'autre. Il faut que l'exploitant agricole aille voir de ses propres yeux. Promouvoir des actions d'agrifaune dans une exploitation ou un réseau d'exploitation, c'est pas toujours aisé. Il est nécessaire d'avoir un réel partenariat technique entre les acteurs de terrain. Alors les acteurs de terrain, je les redonne, c'est l'exploitant agricole, conseiller technique et le technicien environnement et parfois aussi d'autres intervenants. On a parlé tout à l'heure du syndicat d'eau, mais toutes les actions qui ont été faites en faveur de l'eau étaient aussi favorables à la faune sauvage. Donc, c'est être force de proposition, bien connaître l'exploitant. Bien connaître l'exploitant, c'est aussi bien connaître les hommes qui conduisent l'exploitation, parce que ils ont tous une sensibilité qui peut être différente les unes des autres. De bien connaître aussi leur système d'exploitation, donc où ils s'engagent, où est-ce qu'ils veulent aller. Et puis de réaliser des diagnostics en fonction de leurs besoins et puis d'avoir une bonne connaissance de terrain. Et pour ça, on avait les outils, parce que les outils qui nous ont permis de faire les diagnostics chez Mathieu, c'est les diagnostics proposés par Agrifaune. Ces multiples échanges suite à ces diagnostics nous ont permis de faire des propositions cohérentes et motivées à Mathieu et surtout en adéquation avec les attentes de l'exploitant. Et ça, c'est surtout important quand vous travaillez avec une exploitation agricole, c'est que les attentes de l'exploitant, que les propositions que vous faites correspondent bien aux attentes de l'exploitant. Enfin, bien garder en tête que c'est l'exploitant, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui et lui seul qui est le décideur de la conduite de son outil de travail. Nous n'avons qu'un rôle de conseil. Et s'il n'y a pas de véritables échanges, vous pourrez donner tous les conseils que vous voulez. C'est lui qui décidera à la fin de ce qu'il souhaite faire. Enfin, les bases de la réussite sont liées à un partenariat solide, composé d'échanges et de retours d'expérience. On a essayé des choses avec Mathieu qui était très avide d'essais. On a également vu avec lui ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas pour savoir si on pouvait continuer ou pas. Donc, la base de la réussite, c'est vraiment ce partenariat solide. Et il faut qu'il y ait une vraie implication de l'exploitant agricole. Nous, on l'a vécu dans le programme Agrifaune précédent. Il y avait 10 exploitants. Il y a des exploitants qui étaient plutôt là par sympathie. Et à chaque fois qu'on leur proposait quelque chose, c'était jamais faisable. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une vraie volonté de l'exploitant. En d'autres termes, ne perdons pas de temps avec des gens qui n'y trouvent pas d'intérêt, que vous n'arriverez pas à faire évoluer. On le voit normalement assez vite.
Pour conclure un petit peu notre intervention à Gaëtan et à moi, on vous propose de laisser la parole à Mathieu par le biais d'un petit film. Ce témoignage-là, vous allez découvrir dans les secondes qui viennent. En fait, il fait partie d'un film qu'on est en train de finaliser et qui servira à faire, dans le cadre d'Agrifaune, un portrait donc d'un exploitant agricole, Mathieu Guilbeault. Ce portrait sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube de la Fédé et sur les différents réseaux, chambres et fédérations départementales et régionales. Donc je laisse la parole à Mathieu par le biais du petit film et ce sera la conclusion donc, de notre intervention avant de relaisser la parole à Julie. Je pars déjà avec un avantage, c'est que si tu veux, j'ai déjà une démarche écolo dans ma tête à la base. Donc, et à chaque fois que je vous pose, dès l'instant je vais vous solliciter, il y aura de toute façon un partenariat qui viendra de votre part, parce que ça va dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, ça se fait naturellement, parce que si tu veux, moi je pense être quelqu'un quand même qui est suffisamment ouvert d'esprit par rapport à tout ça. Et je pense qu'il faut surtout aussi bien accentuer le trait, c'est qu'en fait, on peut allier surtout l'écologie et l'économie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, mon système, il est très viable. Et en fait, il est quand même beaucoup basé aujourd'hui sur l'écologie. Ce qui n'était pas spécialement le cas autrefois, même que je n'ai jamais été un grand fervent. J'ai toujours optimisé mes pratiques pour que ça soit fait le mieux possible sans impact environnementaux. J'ai toujours eu ces choses-là. Après, il y a assez chasseurs, donc je pense qu'on y est peut-être un peu plus sensibilisé quand c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus chasseur, et on y reste toujours plus loin. Alors, je suis quand même toujours sensibilisé au gibier. Moi, je suis toujours content de voir du gibier dans la plaine, parce que je sais qu'en fait, mes pratiques à moi, elles vont dans ce sens-là. Merci Frédéric et Gaëtan pour votre présentation. Donc, on va passer au temps d'échange. Donc, je propose aux participants qui ont des questions ou des remarques de les poser directement à nos intervenants. Oui, Philippe. Oui, bonjour, donc Philippe Brousse, chambre d'agriculture de la Dordogne. Et bravo, hein. Ça respire des choses bien intéressantes et une forme de réussite dans cette symbiose entre vous, les techniciens, et cet agriculteur qui est très réceptif aux préoccupations environnementales et d'Agrifaune. Bravo. Euh, donc moi, je suis du nord Dordogne. Il y a un mois à peu près, j'ai marché 2 jours sur le sentier de Saint-Jacques à côté de Saintes. J'ai découvert un paysage agricole très, 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 très ouvert, en fait. Est-ce que, c'est une première question et j'en aurai une deuxième, est-ce que la situation de Mathieu Guilbault est conforme à ce paysage agricole-là? Et deuxième question, là, assez précise, d'implantation du trèfle sous le tournesol, sachant que le tournesol est souvent une culture qui va ensuite être suivie par le blé. Est-ce que c'est ce qu'il pratique? Et du coup, est-ce que l'implantation du trèfle arrive à se faire correctement? Alors, par rapport à la première question, par rapport au paysage, il y a un petit peu de tout chez Mathieu. C'est vrai qu'il y a quand même une partie pleine qui est assez ouverte, des parcelles d'assez grande taille. Après, il y a un peu une partie un peu plus peut-être boisée avec les coteaux. Alors, je ne pense pas que c'est aussi ouvert que sur Saintes, hein, parce que vous avez pu voir. Malgré tout, ça reste assez ouvert. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. 34 kilos culturels pour 220 hectares. Il y a eu le remembrement avec le passage de l'autoroute qui traverse l'exploitation, donc c'est vrai que ça reste
assez ouvert. C'est pour ça aussi que ça lui tient à cœur soit de replanter un peu, soit d'essayer de remettre un peu de biodiversité d'une façon ou d'une autre, hein, sur l'exploitation. Après, par rapport au trèfle dans le tournesol, alors c'est vrai que effectivement, avant, oui, on aurait pu dire une céréale derrière. Comme Mathieu est passé en bio depuis 1 an, 2 ans maintenant, je ne sais pas trop au niveau de ses rotations comment il le voit. Je pense que quand il fait ça, il part peut-être pour faire une culture de printemps derrière, peut-être un pois ou une févrole, parce que c'est vrai que c'est un peu court du coup pour installer un trèfle, une céréale pardon, derrière. Ça va laisser assez peu de temps au trèfle de se développer, et puis on n'a plus l'intérêt de l'interculture longue. Et son intérêt, alors il l'a mis en place en 2020 et 2022, cet essai-là, et l'objectif, c'est bien de la valorisation par le pâturage avec ses brebis pendant la période hivernale. Donc je pense qu'il ne repart pas avec une céréale derrière, mais plutôt avec une culture de printemps. Ok, merci pour vos réponses. Gaëtan, je vois qu'il a levé la main. Merci. Merci pour cette présentation et ce détail. C'est vrai qu'on voit tout le travail que vous avez mené depuis plusieurs années. Juste une question technique. Est-ce que vous avez la possibilité de couper votre micro, Frédéric et Gaëtan, parce qu'il y a des échos. Je ne sais pas si vous pouvez. Ouais, super. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous disiez, effectivement, que les choses prennent du temps, qu'il faut du lien avec l'exploitation, l'exploitant, connaître son système d'exploitation. C'est lui qui a effectivement le dernier mot. Vous disiez qu'il était assez fervent communicant et qu'il détermine son intérêt agronomique. Et ma question porte sur ces 2 points. Sur quels critères vous avez identifié qui déterminait son intérêt écologique vis-à-vis de son système d'exploitation? Comment il prenait ses décisions? Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister dans d'autres exploitations? Je ne sais pas si ma question est claire. Et sur la communication vis-à-vis des exploitants qui sont limitrophes avec la sienne, est-ce que ça fait des émules, en fait, toutes ces actions qui finalement portent ses fruits parce que lui, il y voit un intérêt? Comment Mathieu prend les décisions déjà par rapport à ce qu'on lui propose? Il est très très observateur. Il est également un petit peu féru d'histoire entre guillemets agricole et des pratiques qui pouvaient se faire jadis. Et souvent, il se raccroche à ça en se disant mais c'est déjà des pratiques qui se faisaient il y a 30, 40, 50 ans sur une agriculture qui était autre que celle qu'on a aujourd'hui et qui fonctionnait. Dans mon système d'exploitation, ça doit marcher. Et il s'appuie souvent sur ça, sur ses décisions, en disant mais si ça fonctionnait il y a 40 ou 50 ans, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Il le dit assez clairement. Il nous a donné 2-3 exemples sur du Gaillet notamment et autres, sur les apports d'intrants qui ont pu être faits à une certaine période sur son exploitation qui lui ont permis ce développement-là. Sur ses rotations aussi, le fait de mettre de la luzerne en tête d'assolement lui permet de limiter ces problématiques-là. Donc, il est vraiment libre de ses décisions. Après, on lui a démontré l'intérêt des bandes de découper un petit peu son parcellaire avec ce qui pouvait déjà se faire ailleurs. Il a testé une première bande, une deuxième bande, et puis s'est aperçu que effectivement, il y retrouvait son compte, donc il en a mis une dizaine, et puis tous les ans, il en rajoute 2-3 en fonction de ses disponibilités. Bon, là, on va voir avec la nouvelle PAC si on a les possibilités de lui proposer autre chose aussi, puisque le mélange qu'on lui proposait lui permettrait de rentrer dans les SIE. Donc, on va voir avec lui dans les prochains mois comment continuer ces travaux-là. Et ta deuxième question, Gaëtan, c'était sur la communication, la présentation aux autres exploitants qui sont proches de chez lui ou plus loin, sur le territoire. Est-ce que ça a fait des émules? Est-ce qu'il y en a qui commencent à s'y mettre un peu? Alors, vous verrez dans le film qu'on vous présentera d'ici quelques semaines,
on l'a un peu bridé avec la caméra, mais quand il n'y a pas la caméra, c'est un très bon communicant, très technique, qui passe très bien avec les autres exploitants. Il faisait partie d'un certain nombre de groupes de travail de la Chambre d'agriculture. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à démontrer par l'exemple auprès des autres exploitants. Il a ce passé d'exploitant en agriculture conventionnelle où en plus c'est un féru de technique. Même en agriculture biologique, techniquement, c'est quand même c'est au top. Il a cette faculté à communiquer avec les autres. Il fait partie de pas mal de groupes de travail. Il n'hésite pas à se déplacer un petit peu partout dans le département quand la Chambre fait des journées d'information sur des thématiques diverses et variées et de prendre la parole, d'expliquer ce que lui fait. Et puis après, localement, notamment par rapport à tout ce qui est les bandes, le test mélange bassin sud parisien, c'est lui qui nous a permis de trouver 2 autres exploitants pour faire les tests en leur démontrant que lui, il y avait trouvé un intérêt depuis 2 ans avec cette bande test-là, qu'il pouvait faire confiance à la Fédé, que ce serait qu'un rôle de soutien, qu'on serait là que pour faire des propositions d'action, qu'il choisirait après s'il voulait ou il ne voulait pas. Et il se trouve que les 2 autres exploitants avec qui on travaille bien, se sont tous les 2 lancés dans un programme de test avec 800 mètres chez l'un et presque 500 mètres chez l'autre d'implantation. Tout ça parce que Mathieu avait fait presque le travail avant nous, en fait. Quand on est arrivé, qu'on leur a proposé le mélange, on n'a jamais eu de réticence. Oui, c'est le même mélange que chez Mathieu. Bah écoute, ça nous convient, on y va. Enfin, il a cette dissuasion ou cette persuasion naturelle avec ses collègues. Il a surtout une légitimité, je pense. Oui, c'est ça, oui. Je pense que ça, c'est une légitimité, tout à fait. En fait, on n'est pas venu chez lui par hasard, enfin, même pour le premier agriphone, hein, où il n'était pas encore converti en agriculture biologique. Hein. Nous, on travaille avec lui depuis déjà de nombreuses années au niveau de la Chambre, et c'est vrai que c'était plus par rapport aux échanges qu'on pouvait avoir avec lui. Voilà, on voyait bien ses centres d'intérêt, le retour, quelqu'un qui a envie d'avancer, voilà, même si c'est nouveau pour lui, même s'il n'est pas convaincu à la base, bon, il dit pourquoi pas, on va essayer, et c'est ce qui nous intéressait. Enfin, nous, c'est ce qu'on recherchait dans ce genre de programme, comme le disait Frédéric, avec le premier programme, on était un petit peu déçus parce qu'on avait quand même quelques exploitants qui n'ont pas suffisamment joué le jeu, donc là, on voulait arriver à créer un réseau où il y aurait davantage de dynamisme et puis d'entrain, de retour des agriculteurs. Et enfin, dernier point sur, on parlait de la persuasion de Mathieu, les actions qui ont été faites chez Mathieu nous ont permis également de commencer à engager des discussions avec la commune déchirée, des discussions notamment sur tout ce qui allait être l'entretien des bords de chemin, mais qui sont forcément des bords de champs, sur les pratiques, sur les tests qui étaient faits chez 3 de leurs exploitants agricoles. Et ça, c'est le travail, en fait, il avait été presque mâché par les exploitants agricoles. Quand moi, je suis allé voir l'adjoint au maire en charge de la voirie et de l'entretien, j'ai pas eu besoin d'être très vendeur. Le message était passé, il était passé localement grâce aux exploitants agricoles. Ok, merci. Et une petite dernière question, le mélange utilisé pour les bandes mellifères, est-ce que c'est un mélange labellisé entre guillemets ou c'est quelque chose fait un peu à façon que vous avez déterminé avec lui? Comment vous avez procédé pour ces bandes? Alors, le mélange qu'on a choisi, hein, c'est le mélange que nous on propose dans le cadre de nos contrats de jachère faune sauvage, mais c'est un mélange, on s'est basé un petit peu sur les mélanges qui étaient déjà proposés, y compris dans Agrifaune. On a 2 mélanges en fait. On a un mélange qui est composé de bourrache, luzerne, facélie, trèfle violet, trèfle incarnat, aquilée et l'abataire. Et on a un deuxième mélange où il y a en plus du souci, du sainfoin et du sarrasin, en plus de ce que je viens de proposer, et un peu de luzerne aussi.
Voilà, donc c'est des mélanges qui existaient déjà, qu'on a adaptés à la situation. Et Mathieu, il a pris le mélange tel qu'on lui a proposé. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est de trouver de la semence sur ces mélanges-là en bio, puisque Mathieu étant passé en bio, on a de plus en plus de mal à trouver des mélanges en bio adaptés. Oui, Chloé. Bonjour, Chloé Suderski, Association Mes Territoires. Je suis l'animatrice du groupe technique Agriphone Bord-de-Champ. Et je voulais rebondir un peu à tout ce qui est changé là depuis le début des discussions. Déjà, par rapport au dernier sujet évoqué, Frédéric, est-ce que le mélange, c'était le mélange intraparcellaire mellifère, c'était le mélange polyphonie-flore ou pas? Non, c'est un mélange que nous, on a adapté parce qu'on a un fournisseur de semences. En fait, on s'est basé sur ce mélange-là pour créer notre propre mélange. Ok. Mais à la base, c'est celui-ci, oui. Ok. Parce que du coup, pour évoquer un peu les enjeux et parler de biodiversité, on parle beaucoup de couverts mellifères quand on parle de bandes fleuries, d'espèces à fleurs intraparcellaires. Et du coup, on a travaillé alors avec des partenaires agriphones, mais en dehors d'un programme agriphone, plutôt sur un programme porté par la région pour développer des mélanges fleuris qui favorisent les pollinisateurs sauvages et qui justement n'évoquent pas que ce prisme mellifère qui par définition en fait va sur la production de miel et sur l'abeille domestique. Parce que finalement les enjeux de préservation de la biodiversité, en tout cas de l'entomofaune, reposent aussi sur la sauvegarde des pollinisateurs sauvages qui jouent un rôle très grand dans le service de pollinisation, bien plus que l'abeille domestique d'ailleurs. Et aussi, si on parle de pollinisateurs, on peut parler d'auxiliaires, puisque certains pollinisateurs adultes sont des auxiliaires au stade larvaire, voire au stade également adulte. Si on prend par exemple des hyménoptères qui vont aussi avoir un rôle de prédation. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Après, je voulais rebondir. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment une question, les propos de Monsieur Brousse sur des paysages plutôt pauvres en infrastructure agroécologique sur des grandes plaines. En tout cas, c'est un petit peu la genèse de la thématique des bords de champs au niveau d'Agriphone, c'est-à-dire que cette thématique, on a commencé à la travailler en Beauce. Moi, je suis basée en Beauce et je travaille avec des agriculteurs beaucerons. Et on s'est retrouvés un peu démunis par rapport à finalement des infrastructures qui structurent le paysage, qui créent des corridors. Et en fait, l'élément semi-naturel présent par définition, c'est le bord de chemin qui finalement existe, alors avec une ampleur plus ou moins importante. Je parle d'ampleur en termes de largeur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui connecte les éléments et qui existe puisque c'est en rive de chemin, en rive de route. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces linéaires-là, en se disant que finalement, on pouvait tirer profit aussi de cet existant et favoriser les services qu'il peut porter. Et en fait, c'est une très bonne entrée pour parler de transition agroécologique et pour aller sensibiliser sur des pratiques parce qu'en en fait, on est à l'interface, à la fois à l'interface entre des milieux, mais aussi à l'interface entre des métiers ou des enjeux. Voilà, Agriphone en est le meilleur exemple parce qu'on a des agronomes, des chasseurs, des personnes qui vont plus représenter l'environnement et la faune sauvage, enfin, en tout cas, la biodiversité, enfin voilà. Donc, en fait, l'idée d'aller aussi s'appuyer sur ces structures pour amener à la transition, c'est qu'on n'est pas dans euh, l'espace cultivé, l'espace qui va rapporter, qui va avoir comment dire, un rôle économique dans le fonctionnement de l'exploitation. Et ça peut aussi permettre d'initier des démarches et d'amener des changements de réflexion sans aller impacter trop un bilan économique sur l'exploitation et finalement rentrer timidement dans cette thématique. Et je rejoins totalement les propos
de Frédéric qui disait que il faut aussi s'appuyer sur les agriculteurs pour qu'ils communiquent entre pairs, parce que finalement, les travaux d'Agriphone s'appuient sur des connaissances et des bases scientifiques, des choses issues de la recherche qu'on va aller déployer et démontrer sur le terrain pour aller toucher au plus près les agriculteurs. Mais même si on fait de l'expé et qu'on fournit du résultat, il n'y a rien de mieux en termes d'impact et d'efficacité qu'un agriculteur qui parle à un autre agriculteur. C'est vrai qu'après, sur des notions de déploiement un peu plus massif, il faut trouver les bonnes personnes qui vont à la fois pouvoir porter la thématique et pas la faire capoter, si je puis dire, parce que c'est aussi facile de faire capoter ce genre d'action qui nécessite quand même un savoir-faire et une technicité. Alors là, je parle plutôt d'agriculture, d'agronomie. On gère l'implantation d'un couvert. Il y a quand même de la technique et un soin à apporter. Et donc, c'est facile de desservir la thématique et le message qu'on veut porter si on n'est pas dans des objectifs quand même de réussite, malgré tout. Et donc, déjà, voilà, cibler la bonne personne et ensuite, si on veut aller plus loin, parce que finalement, les enjeux qui se présentent à nous vont quand même appeler à ce que ce soit des sujets qui soient traités avec, je pense, une importance. Et du coup, s'appuyer sur des agriculteurs qui, voilà, comme l'agriculteur que vous avez présenté, qui sont écoutés par les voisins, par les pairs et qui sont dans des réseaux et s'appuyer en fait sur voilà, des agriculteurs qui sont convaincus et qui vont savoir convaincre et qui diffusent au sein de leur réseau. Ça peut être des réseaux de coopératives, des réseaux de production, agriculture biologique, des réseaux dans des processus de labellisation ou que sais-je. Voilà, c'était un peu pour compléter, j'ai pas forcément de questions, mais c'était pour apporter un petit retour d'expérience qu'on a à notre niveau. Voilà. Merci Chloé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, par rapport à ce que vient de présenter Chloé vis-à-vis des pollinisateurs sauvages, c'était un peu le sens de ma question sur le mélange des bandes mellifères. Je ne sais pas où se trouve la commune d'Échiré. Est-ce qu'elle est sur le territoire du parc naturel régional de Marais-Poitevin? Non, elle n'est pas dans le. Ah non, elle n'est pas très loin, mais elle n'est pas dedans. Parce qu'en ce moment, il y a pour information, je ne sais pas si vous l'avez, mais les 5 parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine portent un life qui s'appelle White Bees, donc abeilles sauvages. Donc, il faut un certain nombre de recueils d'abeilles sauvages sur un certain nombre de types d'habitats pour avoir des collections de références sur les populations d'abeilles sauvages sur la région. C'est assez inédit, notamment en France. Donc, c'est en cours. Alors, c'est sur les territoires des PNR, mais peut-être que cet exemple et ces résultats pourront servir à d'autres territoires. Donc, ça, c'est un premier point. Et c'est vrai que le lien entre abeilles domestiques et abeilles sauvages est assez fort. D'autant que pour les abeilles domestiques, on observe quand même que la ressource florale principale et pour le miel se situe au niveau des arbustes et des arbres, parce que c'est là où il y a le plus de fleurs. Et je pense que le fait qu'il ait des haies sur son territoire participe grandement au fait que la production de miel soit bonne. Après, effectivement, les bandes mellifères jouent, mais peut-être, bon, c'est difficile à pondérer, mais voilà, il y a ces concurrences qui peuvent exister, d'autant qu'il y a des abeilles sauvages qui sont spécifiques sur certains genres ou certaines espèces de plantes à fleurs. Donc, il y a ces concurrences qui existent. Et ma question porte justement sur les pollinisateurs sauvages. Est-ce que vous avez fait des petits suivis pour voir un peu l'état des populations d'abeilles sauvages sur son territoire, ou que ce soit ponctuel ou sur les différentes années d'implantation? Non, pas du tout, on n'a fait aucun suivi. D'accord, ok. Et c'est vrai qu'on n'y a même jamais, on n'y a jamais pensé en plus. Bon, c'est des suivis qui sont très très lourds, hein, potentiellement. En fait, on est resté sur une démarche en fait d'aménagement, en étant sûr que tous les aménagements qu'on allait proposer serviraient.
Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la logique de dire démontrons que les aménagements mis en place vont vraiment servir. On était plutôt dans la logique on sait que ça va servir, mettons en place les aménagements. Oui, ça me semble être une bonne option, surtout dans le cadre du programme Agriphone. Est-ce que du coup, en lien avec les indicateurs de gestion de son exploitation et les diagnostics que vous avez peut-être plus d'éléments sur l'aspect comment dire, pratique et usage que sur l'aspect biodiversité proprement dit, c'est-à-dire le lien entre économie et écologie. De toute façon, surtout les diagnostics qu'on a fait, effectivement, ils sont bien ils sont plutôt sur les usages, sur l'aspect économie, temps passé, sur ce qu'ils faisaient. C'est vrai que les inventaires nous ont permis de démontrer ou lui faire comprendre que certaines pratiques, si c'était certainement des pratiques économiques, pour lui, pouvaient évoluer en faveur de la biodiversité, mais même pour lui, de manière économique. Je prends l'exemple concret des broyages systématiques des bords de champs au plus ras possible. Et Mathieu a évolué par rapport à ça en lui faisant comprendre que s'il broyait un petit peu plus haut, un peu moins souvent, il verrait que son état végétatif serait le même 7-8 semaines plus tard qu'un broyage ras. Où il aurait toutes les espèces primaires qui prendraient le dessus sur un mélange sur un mélange plutôt prairial, quoi. Donc on a plutôt travaillé sur ce volet-là avec lui. Ok, merci en tout cas. Et puis, je ne doute pas qu'on ait encore l'occasion de revaloriser cette action et ces résultats qui sont vraiment super. Merci beaucoup. Donc, on va arriver au terme de ce deuxième webinaire. Donc, merci encore à Gaëtan et Frédéric pour leur présentation. Merci à tous les participants. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Comme indiqué, ce webinaire, il a été enregistré et il sera disponible sur YouTube prochainement. Donc, vous recevrez une lien de connexion. Et oui, je vois la question. On vous enverra également un PowerPoint de présentation dans les prochains jours. Et voilà, pour conclure sur la dernière diapositive, je vous ai remis le programme des webinaires qui se déroule jusqu'à mi-novembre. Donc, avec la semaine prochaine, le vendredi 2 décembre, la gestion des haies sur l'exploitation du lycée agricole en Creuse. Le 8 décembre, le bilan des actions agricoles menées depuis 5 ans sur un GI2E en Nord-Charente. Et le jeudi 15 décembre, les suivis couverts en terrain en viticulture dans le département de la Charente-Maritime. Voilà, je vous remercie pour votre participation et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir.